Officiellement, la situation est sous contrôle, mais la colère des agriculteurs s'amplifie contre les mesures pour éradiquer la dermatose nodulaire. De Boulogne-sur-Mer à Pau, en passant par l'autoroute A64, bloquée depuis 4 jours, les agriculteurs maintiennent la pression et attendent des mesures fortes. Il faut changer la procédure. Il faut isoler les troupeaux, il faut mettre en quarantaine, il faut faire des analyses de sang, mais on n'abat pas un troupeau parce qu'une vache réagit, c'est pas logique. Annie Genevard a passé la journée en Occitanie pour tenter de rassurer, avec une visite dans un élevage sans caméra, une réunion de crise et des échanges avec des représentants de la profession. C'est une profession qui a peur de la maladie et qui l'exprime avec vigueur, et je peux le comprendre, c'est une maladie qui effraie. Mais je voudrais dire qu'à date, elle est maîtrisée. Il n'y a pas de cas de DNC aujourd'hui en France, donc la situation est sous contrôle. Si elle a annoncé l'élargissement des zones de vaccination avec 1 million de doses commandées, la ministre n'a pas complètement rassuré. Plusieurs syndicats ont d'ailleurs claqué la porte des discussions, mais pour l'instant, la première organisation du pays, la FNSEA, appelle à suivre les consignes et appuie la stratégie des autorités sanitaires. Nous, la FNSEA, on n'est pas là pour suivre le gouvernement. Nous, on est là pour suivre ce qu'est aujourd'hui le consensus scientifique. Je crois que c'est d'abord à ceux qui sont les sachants de cette maladie de s'exprimer, parce qu'il faut lever les inquiétudes. Plus radical, la coordination rurale appelle localement à durcir les actions avec de nouveaux blocages d'axes stratégiques prévus aujourd'hui. Et on va y revenir avec vous, Nathalie Moret. Merci d'être là, Nathalie, journaliste politique pour les journaux régionaux du groupe EBRA, les journaux de l'Est de la France. Bonjour, Oriane. Bonjour, et Erwan Lestrouan, bonjour. Merci également d'être avec nous, directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. On va revenir évidemment dans quelques instants sur notre baromètre consacré au municipal, mais d'abord la colère des agriculteurs. Sébastien Lecornu qui réunit ce matin plusieurs ministres à Matignon autour de cette question. C'est un sujet politiquement explosif pour lui. Ça a toujours été le cas. En fait, la colère agricole, c'est quelque chose qui est tellement comprise par les Français, c'est tellement quelque chose de populaire, en tous les cas spontanément, et vous allez pouvoir nous le dire, Erwan, les Français sont derrière les agriculteurs, que effectivement ça a toujours été un problème pour l'exécutif en place, quel que soit l'exécutif, quand il y a eu des colères agricoles. Donc oui, c'est un sujet explosif, oui, c'est compliqué pour l'exécutif en place, qui est déjà fortement impopulaire et qui est en pleine période de budget. Sébastien Lecornu, il doit trouver un budget, il doit faire voter un budget avant une dizaine de jours. Donc sans doute trouver des solutions pour les exploitations qui sont en danger et qui doivent voir leur cheptel disparaître. Donc oui, c'est un moment important et c'est à risque toujours pour un exécutif. Et d'autant qu'il y a le soutien des Français, et Erwan, c'est un des sujets, c'est de plus en plus rare maintenant, où le soutien est un peu transpartisan, le soutien aux agriculteurs. Oui, absolument. C'est la population préférée des Français. Plus de 9 Français sur 10 ont une bonne image des agriculteurs. Il y avait un mouvement au début de l'année 2024 de protestation des agriculteurs contre les normes environnementales, les charges financières, le coût du carburant agricole. 89% des Français soutenaient leur mouvement. C'est très important, c'est évidemment transpartisan. Et ce qu'on observe avec les mouvements de contestation des agriculteurs, c'est qu'ils sont même soutenus dans le temps. Il n'y a pas d'érosion, quand bien même il y a des débordements, des actions de blocage. On voit que le soutien populaire reste très élevé parce qu'il y a un sentiment aussi très fort dans la population française qu'ils sont peu soutenus par les politiques publiques. L'an dernier, 8 Français sur 10 estimaient que l'UE jouait un rôle négatif à l'égard des agriculteurs français et ils étaient tout aussi nombreux à considérer qu'Emmanuel Macron ne les soutenait pas assez. Donc c'est une profession pour laquelle les Français ont une grande sympathie et sont extrêmement attentifs pour ce qui concerne leur devenir. Et on va voir justement si ce mouvement agricole a des conséquences, notamment sur la popularité d'Emmanuel Macron, de Sébastien Lecornu. On va commencer à parler de notre baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. Comme tous les mois, on commence par la popularité du chef de l'État. Et ce mois-ci, Erwan, elle est stable, 21% on pense qu'Emmanuel Macron est un bon président. C'est ça, 21% de cote de popularité pour Emmanuel Macron ce mois-ci. Comme le mois dernier, ça reste ancré à un niveau très bas. Juste 5 points au-dessus le record négatif de François Hollande sous la Ve République. C'est un niveau très bas et l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que les choses ne s'amélioreront pas tant qu'on restera dans une crise politique dont il est considéré comme le principal responsable. En revanche, c'est vrai qu'on le revoit
prendre la lumière ou aller sur le devant de la scène sur des sujets comme aujourd'hui à Marseille, où la sécurité et la lutte contre le narcotrafic est une attente importante des Français. Et puis il y a aussi la volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui est une mesure qui est soutenue par 80% des parents, qui est plutôt sociétale par rapport aux récentes réformes d'Emmanuel Macron. Donc c'est des choses qui peuvent restaurer son crédit, mais tant qu'on est dans un certain immobilisme politique et qu'il est considéré comme étant celui qui a appuyé sur le bouton du bouleversement des équilibres politiques, ça reste très compliqué pour lui et son crédit ne se restaure pas auprès des Français. Oui, effectivement, Emmanuel Macron qui revient sur des sujets intérieurs, peut-être moins clivants. Nathalie, il fait un tour de France de la presse régionale. Vous avez d'ailleurs animé, vous, un de ces... C'était dans les Vosges, un de ces face aux lecteurs. Ça peut marcher, ça, auprès des Français ? En tous les cas, à Mirecourt, je peux témoigner que ça a fonctionné. C'est-à-dire à Mirecourt, dans une zone qui vote quand même beaucoup Rassemblement National et qui n'était pas pro-Emmanuel Macron, la venue du président a été appréciée et appréciée de le voir s'exprimer sur des sujets qui les concernaient, eux. Donc je pense que la clé pour le président, comme le disait Erwan, c'est effectivement de s'adresser aux gens par rapport à leur quotidien. Et je sais qu'à l'Élysée, ils sont en train de réfléchir justement à la dernière année du quinquennat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer l'image du président, alors même que la réforme des retraites aura sans doute été suspendue. Donc le bilan du deuxième quinquennat sera finalement assez maigre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer l'image du président ? Sur quoi on peut le faire travailler de façon à ce qu'il soit en connexion directe avec les Français et qu'il y ait en parallèle des avancées pour les Français. Est-ce que, par exemple, ça peut être dans l'organisation d'un référendum dont on sait qu'il a été quasiment prêt à être annoncé au mois de mai et finalement on ne l'a pas vu venir. Est-ce qu'il peut y avoir un objet assez fédérateur pour justement qu'il s'appuie là-dessus ? C'est une des possibilités, c'est pas la seule, mais en tout cas, effectivement, le président et son entourage travaillent à avoir une dernière année utile et justement pour restaurer son image auprès des Français. Et on va parler de la popularité de Sébastien Lecornu, qui est supérieure à celle d'Emmanuel Macron. Il est à 35%, alors il perd un point par rapport à novembre, Erwan, mais il prend 5 points depuis sa renomination. Oui, et puis c'est surtout, ce mois-ci, il était à 36% le mois dernier, 35% pour le mois de décembre. C'est une stagnation, mais une stagnation en trompe-l'œil, parce qu'on sort d'un mois extrêmement chargé pour Sébastien Lecornu. Et en réalité, quand on regarde les chiffres de plus près, ce qu'on voit, c'est que sa popularité baisse auprès des sympathisants des mouvements les plus radicaux, donc du RN d'une part, de LFI de l'autre, alors qu'elle a plutôt tendance à progresser chez les sympathisants Renaissance, mais même chez les sympathisants écologistes, et à se maintenir à un bon niveau chez les sympathisants PS et LR. Ce qu'on observait quand on a fait un sondage la semaine dernière, au lendemain du vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est que c'est un projet où la méthode Lecornu a été particulièrement validée. Autant on a 2/3 de Français qui nous disent ce budget, c'est pas une bonne nouvelle pour les finances publiques, c'est pas socialement juste. Autant ils étaient 60% à dire c'est la méthode qu'il fallait adopter, les concessions ont été faites dans le bon sens et c'est un compromis équilibré entre les différents groupes parlementaires. Parce que les Français n'y croyaient pas à cette capacité de l'Assemblée nationale à arriver à un compromis entre les différents groupes parlementaires. Il y est arrivé et ça a crédité son image. On mesurait la semaine dernière qu'aujourd'hui, plus 5 points sur chacun des items, les Français jugent majoritairement que Sébastien Lecornu est ouvert au dialogue, est attaché aux valeurs démocratiques et humble. Et on avait même 47% des Français, plus 9 points en un mois, qui nous disaient qu'il était compétent. 47%, c'est 22 points de plus que ce qu'on mesure pour Emmanuel Macron sur cet item. Donc son image s'est beaucoup restaurée sur le plan de la méthode, plus que du fond, mais il y a un lien avec les Français, et il y a une confiance des Français qui lui accorde une grande crédibilité sur ce qui relève de la méthode. Donc c'est une stabilisation ce mois-ci, mais pour autant, il est bien crédité auprès des partis du bloc central. Et ça en fait, Nathalie, un poids lourd désormais de ce bloc central, aux côtés d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal. Il y a désormais Sébastien Lecornu ? J'allais dire que pour 2 raisons. 1, parce que vous l'avez dit, son image s'est restaurée, et 35% de bonnes opinions dans un tel marasme politique, c'est finalement pas mal. Et puis, il est aussi en creux, j'allais dire, en miroir, face à Édouard Philippe, qui, lui, est plutôt en difficulté, et face à Gabriel Attal, dont le mouvement politique n'a pas une ligne absolument claire. Donc, par rapport à ça, lui, il a un message très clair, je trouve, qu'il a essayé d'imprimer vis-à-vis des Français depuis 3 mois et qui est toujours le même.
je suis là, je suis un moine soldat et j'ai une mission, c'est de faire adopter un budget. Donc effectivement, on peut regretter, nous, journalistes, qu'il ne nous parle pas beaucoup. Il ne répond pas à des interviews, il est peu présent dans les médias. En revanche, dès qu'il a quelque chose à dire, il met un micro dans la cour de Matignon et il parle directement aux Français en disant « Regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est pas bien, moi je vais essayer de faire comme ça, etc. » Donc il y a une espèce de communication directe avec les Français où quand il a quelque chose à dire très fort, il va soit au journal de France 2, c'est arrivé à une reprise, soit dans la cour de Matignon et il établit comme ça un lien à chaque fois en mettant en scène son abnégation de personnel politique. Et l'abnégation politique, c'est une valeur quand on a l'impression que tous les élus travaillent avant tout pour eux-mêmes. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est une impression qui est donnée. Donc, par rapport à ça, effectivement, il devient un poids lourd. Et d'autant, on va en parler dans le palmarès de l'adhésion, qu'Édouard Philippe chute lourdement dans ce palmarès. Alors pendant des mois, on commentait l'indétrônable Édouard Philippe à la première place. Désormais, il est 5e, derrière Gabriel Attal. Derrière Sébastien Lecornu et Gabriel Attal. Oui. Comment dire, il avait depuis longtemps théorisé le fait qu'il était trop haut dans les sondages et qu'il y aurait une stagnation. Donc je pense que si on lui posait la question, il serait content que ça ait lieu maintenant et pas dans 6 mois. Faut pas oublier que effectivement la popularité, ça va et ça vient. Il a dit récemment que, en commentant justement ces mauvais sondages, que ça lui glissait dessus et qu'il savait que les sondages ne veulent rien dire. Je vous rappelle qu'il était proche d'Alain Juppé, qui a chuté dans la dernière minute la primaire de la droite. Cela dit, ça c'est ce qu'il projette. Je pense quand même que c'est un avertissement assez net pour toute l'équipe d'Horizon. Sans doute sur l'histoire de la loyauté au président de la République. Parce que certes, le président de la République est fortement impopulaire et il essaye de s'en détacher. En même temps, les Français n'aiment pas les gens qui peuvent apparaître très déloyaux. Donc il faut qu'il travaille là-dessus, je pense qu'il en a conscience. Et le vrai moment d'Édouard Philippe, ce sera après les municipales, où là on attend son projet, qu'il annonce comme massif. Et là où il gagne les municipales déjà. Et les municipales, là on voit où il y a un petit tassement sans doute un petit peu dans son équipe, c'est que petit à petit, il commence à distiller un certain nombre de propositions alors qu'il ne devait pas le faire. Donc on voit bien que sans doute il y a un petit stress qui naît. Erwan, est-ce qu'il est sur une pente glissante, Édouard Philippe, ou est-ce que c'est circonstanciel et ça peut changer ? Non, il est sur une pente glissante parce que la baisse est continue. Il dépassait les 40% au moment des européennes de 2024. Il est à 29% aujourd'hui, moins 3 points en un mois, mais surtout plus 8 points à 39% de code de rejet. C'est-à-dire que l'hostilité à Édouard Philippe progresse très fortement dans l'opinion. On savait, vous le disiez depuis quelques mois, qu'il avait perdu la première place du classement des personnalités préférées au profit de Jordan Bardella. Mais ce mois-ci, deuxième signal négatif, il perd la première place du classement des personnalités préférées des sympathisants de la droite et du centre. Il est devancé par Sébastien Lecornu et il fait jeu égal avec Gabriel Attal. Pourquoi cette baisse dans cette population, qui est quand même sa base électorale de référence en vue du scrutin de 2027 ? Il perd 29 points de code d'adhésion chez les sympathisants Renaissance. Autrement dit, il passe de 84%, il était au même niveau que Gabriel Attal le mois dernier, à 55% en un mois. Donc visiblement, son attitude sur le PLFSS n'a pas du tout été appréciée. La déloyauté lui est particulièrement défavorable auprès de cet électorat qui va être son électorat de référence quand même pour la présidentielle. Ça, c'est le premier point. Mais son image se droitise un peu parce que dans le même temps, il gagne 9 points auprès des sympathisants LR. Il passe de 50 à 59% de code d'adhésion. Et néanmoins, il y a quand même une détérioration de sa base électorale qui est le risque. Et là, cette déloyauté à l'égard d'Emmanuel Macron, ce sentiment qu'il joue peut-être plus sa campagne présidentielle que la stabilité politique française, ça peut lui coûter, notamment parce que cet électorat de centre-droit et LR est très sensible à cette question-là de la stabilité politique. Le vrai sujet pour Édouard Philippe, c'est qu'il voulait apparaître comme le candidat naturel de la droite et du centre pour 2027. Et si les sondages continuent comme ça à lui être de plus en plus défavorables, il n'apparaîtra plus comme le candidat naturel et donc devra se soumettre à une primaire de la droite et du centre, qui est un sujet qui monte dans l'opinion. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui se joue.
Édouard Philippe qui sera probablement un candidat au municipal, et on va parler des municipales, c'est le thème de ce baromètre. Premier renseignement, Erwan, c'est une élection qui intéresse les Français, 76% d'entre eux. Très fortement. 3 Français sur 4 disent qu'ils s'intéressent aux élections municipales qui auront lieu en mars. C'est 12 points de plus que la mesure du mois de juin, donc on voit que l'intérêt progresse, et ce niveau d'intérêt très haut, il est intéressant à plus d'un titre, et notamment parce que c'est peut-être une bonne nouvelle pour la participation. Elle était de 62% en 2001, elle était comprise entre 55 et 60% en 2008 et en 2014, et on sait qu'en 2020, l'élection municipale a été télescopée par le Covid et l'urgence sanitaire qui a relégué tous les autres sujets. On a eu uniquement 42% de participation. Donc là, ce fort niveau d'intérêt pour les municipales, on est quasiment au niveau d'intérêt pour une présidentielle, ça montre que c'est des élections qui pourraient susciter une participation forte. Les Français sont ravis de revenir aux urnes après avoir demandé une présidentielle anticipée, des législatives anticipées. Les Français seront très contents de retourner aux urnes. Ça reste une élection locale, mais le contexte national et les enjeux à un an de la présidentielle prendront forcément le pas ou une partie des réflexions des Français. Parce qu'on est à un an de la présidentielle, chacune des forces politiques a un coup à jouer sur ces élections. Donc c'est vraisemblablement une bonne nouvelle pour la participation et peut-être pour le débat citoyen aussi sur des grands sujets. Donc c'est une très bonne chose, cet intérêt élevé pour les municipales. Et si ça relançait la participation, ça renouvellerait aussi peut-être le personnel dans les mairies. Parce qu'en 2017, on a vu un très fort renouvellement, alors déjà à l'Élysée, mais aussi à l'Assemblée nationale. En 2020, ça n'a pas du tout été le cas, parce que ça a été une élection, on a reconduit des sortants. 74% des sortants ont été réélus en 2020. Donc peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle donne municipale si la participation est forte. En tout cas, c'est ça qui va être intéressant à suivre. Nathalie. Moi, je pense que c'est fondamental. Et je ne suis pas du tout étonnée que le débat comme ça intéresse les Français à 3 mois des municipales, pour une simple et bonne raison. On a tous beaucoup écrit que ces municipales allaient être en quelque sorte le premier tour de la présidentielle. Parce qu'en fonction des résultats, certaines forces politiques vont être boostées et d'autres vont être freinées. Je vous donne un exemple. Si le Rassemblement national, par exemple, et on voit que Jordan Bardella et Marine Le Pen sont en tête de votre palmarès d'adhésion, si le Rassemblement national parvenait à avoir plusieurs villes de 100 000 habitants, et à accroître considérablement son implantation locale jusqu'à avoir un groupe au Sénat en septembre prochain, puisqu'il y a un renouvellement des sénatoriales, sans doute ce parti-là se retrouverait beaucoup renforcé sur le terrain et en position de force pour la présidentielle. Même chose pour Édouard Philippe. Imaginez qu'Édouard Philippe rate son implantation locale avec son mouvement Horizon, qu'il fasse de mauvaises municipales dans sa ville du Havre. Pour lui, ça changerait totalement la donne. Donc, ces municipales-là, qui se situent à 1 an de la présidentielle, ont une importance nationale. Et ça, je pense qu'en dehors du débat local, les Français en ont conscience. Et justement, Erwan, vous avez posé la question du vote barrage au municipal. Est-ce que vous avez demandé aux Français, est-ce que vous pourriez voter pour un candidat ou une liste que vous ne soutenez pas pour empêcher la victoire de tel ou tel parti? Et c'est la France insoumise qui arrive en tête. Il y a 59% des Français qui disent qu'ils pourraient voter pour faire barrage à la France insoumise. C'est largement devant le Rassemblement national qui est à 44%. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on voit, c'est que la France insoumise est aujourd'hui la seule force politique qui pourrait susciter un vote de barrage majoritaire. Quasiment 20 points devant le vote barrage majoritaire à l'égard du Rassemblement national, alors que le Front républicain contre le RN, c'était tout de même la référence du vote de barrage dans les scrutins électoraux français. On voit que la France insoumise est en train de prendre cette place. Tout l'enjeu pour la France insoumise, ça va être de peut-être recréer du lien avec les Français, parce qu'aujourd'hui, autant ils peuvent avoir des scores importants au premier tour, on a vu aux élections européennes, aux législatives, qu'ils ont réalisé des très bons tours dans de nombreux territoires. En revanche, au deuxième tour, rassembler, ça va être très compliqué quand on a une telle levée de bouclier dans les électorats de l'opposition. Et on peut se dire aussi que dans des deuxièmes tours, LFI, RN, peut-être que le vote de barrage se fera plus défavorable à LFI. Donc ça, c'est un élément important. C'est que cette capacité à rassembler au second tour, elle est très détériorée pour LFI et que eux qui veulent transformer l'essai
des européennes et des législatives et s'implanter dans de nombreuses villes, ça risque d'être très compliqué. Mais le fait que le vote de barrage à l'égard du RN soit réduit, on l'a dans la popularité de ces deux partis. Aujourd'hui, il y a 4 Français sur 10 qui ont une bonne image du Rassemblement national, ils sont moins de 2 sur 10 à avoir une bonne image de LFI. Donc c'est un parti qui a une très mauvaise image auprès des sympathisants de la droite et du centre, mais aussi auprès d'une partie des sympathisants de la gauche. Il y a 43% des sympathisants PS qui disent dans le sondage « je pourrais faire un vote de barrage contre la victoire de LFI ». Donc c'est tout de même un niveau important qu'il faut avoir en tête, et ce rejet de LFI qui prime sur celui du RN va être aussi un des éléments importants de cette municipale. Quand je vous disais que ces municipales étaient un élément déterminant de la recomposition politique en France, je pense que cette histoire de rejet inédit de LFI par rapport au RN en est totalement l'illustration. Et il y a un chiffre qui est très intéressant dans le sondage, c'est celui de l'électorat du Parti socialiste. L'électorat du Parti socialiste, j'ai plus le chiffre en tête, mais comment dire, c'est les 43%. C'est les 43%, effectivement, qui sont prêts à faire barrage à LFI. Et on voit bien que ça traverse tout le questionnement du Parti socialiste, où il y en a, dans certaines villes, le Parti socialiste, pour garder ces villes, sera sans doute obligé de faire un accord de second tour avec des élus insoumis qui sont encartés ou pas, et ça arrivera peut-être pas dans d'autres. Donc on voit bien que là, il y a un élément important de la recomposition politique. Ça va se jouer dans l'entre-deux tours, entre le 15 et le 22 mars prochain, et ça donnera aussi des indications pour la suite. Ouais, et dans le même temps, juste un petit mot sur le dernier sondage. Erwan, vous avez aussi demandé les priorités. Quelles étaient les priorités des Français au moment de voter pour les municipales? C'est la sécurité qui arrive en tête. Alors la sécurité arrive en tête. 50% des Français disent que ça doit être la priorité de leur maire pour le prochain mandat. On voit que c'est un sujet incontournable. Mais attention, ça l'était déjà en décembre 2019. Seulement, en 2020, crise du Covid, qui démarre en mars 2020, c'est uniquement en mars 2022 qu'on enlève les masques dans la rue. Donc ça a duré très longtemps et ça a pris le pas sur toutes les attentes en matière de sécurité. Donc ça reste un thème très important, d'autant plus que les Français ont le sentiment que la délinquance augmente, les incivilités pèsent lourd sur la tranquillité publique, le narcotrafic gangrène certains quartiers. Donc la sécurité, c'est très important. Devant l'offre de soins et l'accès à la santé, 35% des mentions. On mesurait le mois dernier que 6 Français sur 10 disent qu'ils ont du mal à avoir un rendez-vous avec un généraliste, 8 sur 10 disent qu'ils ont du mal à avoir un rendez-vous avec des spécialistes. Ça, c'est très ancré dans le concret. Et le niveau des impôts locaux, 3e thématique qui comptera et qui est une attente à l'égard des futurs maires. Forcément, dans le contexte d'endettement de l'État et de baisse des dotations des collectivités locales, les Français ont bien en tête que ça peut rejaillir sur leurs impôts locaux et ça les inquiète aussi. Donc voilà, sécurité, santé et impôts locaux, 3 grandes préoccupations des Français à 3 mois des municipales. Et on suivra bien sûr tout ça à 3 mois des municipales. On suivra évidemment cette campagne de très près dans cette émission. Merci beaucoup Erwan, merci Nathalie. On va terminer par l'histoire du jour. C'est une belle histoire, c'est une initiative très touchante de Liliane. Elle habite à Saint-Privat-du-Dragon, c'est en Haute-Loire. Elle aura 90 ans le 1er février prochain et pour son anniversaire, elle a appelé ceux qui le souhaitent à lui adresser des lettres ou des cartes postales. Écrire et lire sont devenues mes occupations les plus précieuses, dit-elle. Je lance cette bouteille à la mer. Si le cœur vous en dit, écrivez-moi, racontez-moi votre village, votre journée, une anecdote ou simplement quelques mots venus du cœur et je vous répondrai toujours. Et alors, l'appel a été plus qu'entendu. C'est pas une bouteille à la mer, c'est un tsunami de lettres qu'elle a reçu, une 50aine par jour en moyenne, venues de toute la France. Et même des îles, s'amuse Liliane, qui ne s'attendait pas du coup à une telle déferlante. C'est énorme, mais ça me fait chaud au cœur, dit-elle. Elle consacre du coup ses journées désormais à lire et à répondre à son courrier. Et pour elle, dit-elle, les correspondances sont des chemins d'amitié. Voilà, on va terminer sur ces beaux mots. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain. Très bien.